Le désert de l'Utah était cruel la nuit. La lune pendait comme une faux au-dessus des falaises de grès de Monument Valley, projetant de longues ombres qui semblaient atteindre Eleanor Winters alors qu'elle courait. Chaque respiration était un halètement saccadé qui lui brûlait les poumons comme du feu. Son ventre gonflé faisait de chaque pas une lutte contre son propre corps. Juillet 1845. L'air nocturne retenait encore la chaleur de la journée, pesant sur sa peau comme une main indésirable. Les pieds nus d'Eleanor se fendaient sur les rochers acérés, laissant une traînée de sang qui disparaissait dans la terre sèche. Sa robe, autrefois blanche, pendait désormais en lambeaux autour de son corps, tachée de saleté et de marques plus sombres auxquelles elle essayait de ne pas penser. Derrière elle, le bruit lointain des sabots brisait le silence de la nuit. Le son rythmique d'une cloche d'église résonnait dans la vallée, devenant de plus en plus fort à chaque minute qui passait. Ils venaient de la chercher, elle et l'enfant. Eleanor serra son ventre, sentant le tissu cicatriciel sous ses doigts. La marque qu'ils avaient gravée dans sa peau, une croix à l'intérieur d'un soleil, palpitait à chaque battement de cœur. Enceinte de 6 mois, chaque jour, le poids devenait plus lourd, lui rappelant constamment ce qu'on lui avait fait. Lorsque ses jambes finirent par se dérober sous elle, Eleanor s'effondra près d'un poteau de clôture usé par les intempéries. Sa vision se brouilla sous l'effet de l'épuisement, les étoiles au-dessus d'elle se transformant en traînées lumineuses. Elle ne pouvait aller plus loin. Ses doigts s'enfoncèrent dans la terre sèche alors qu'elle essayait de se relever, mais ses forces l'avaient abandonnée. « S'il vous plaît, murmura-t-elle dans la nuit vide, ne les laissez pas trouver l'enfant. » Le bruit de pas qui se rapprochaient fit bondir son cœur de terreur. Ça y était, il l'avait trouvée. Elle se recroquevilla autour de son ventre, essayant de protéger la vie qui grandissait en elle, attendant que des mains rugueuses la traînent jusqu'à cet endroit. Mais la voix qui se fit entendre n'était pas celle qu'elle attendait. « Bon sang, mademoiselle, que vous est-il arrivé? » Eleanor ouvrit les yeux avec difficulté. Un homme se tenait au-dessus d'elle, se découpant contre le ciel nocturne. Dans une main, il tenait une lanterne qui projetait une lumière dorée sur son visage buriné. Dans l'autre, une Bible reliée en cuir, son pouce marquant une page comme s'il avait été interrompu dans sa lecture. « Non, s'il vous plaît, non. » Eleanor essaya de ramper pour s'éloigner, mais son corps refusait d'obéir. L'homme s'agenouilla à côté d'elle et posa la lanterne sur le sol. La lumière révéla un visage marqué par les années, strié de mèches grises dans sa barbe sombre. Ses yeux bleus comme un ciel d'été ne montraient aucune malveillance, seulement de l'inquiétude. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il d'une voix basse et calme. « Je m'appelle Mason Reed, tu es sur mes terres. » Et Eleanor détourna le regard, cherchant des yeux les autres, les hommes armés de torches qui la suivaient. « Tu es seul? » demanda Mason en suivant son regard. « Ils arrivent, » parvint à articuler Eleanor dans un murmure à peine audible. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Mason ne demanda pas qui ils étaient. Au lieu de cela, il glissa délicatement un bras sous ses épaules et l'autre sous ses genoux. « Je vous tiens. Ma cabane n'est pas loin. » Eleanor voulut résister et s'interroger sur ses intentions, mais elle perdait conscience. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'envahisse fut l'étoile polaire qui brillait au-dessus de sa tête, tandis que Mason la portait vers une cabane lointaine. Mason Reed avait vécu 58 ans, avec plus de fantômes que d'amis. La guerre avait emporté la plupart de ses compagnons, et le temps avait fait le reste. Il ne s'attendait pas à trouver une femme enceinte effondrée près de sa clôture un mardi soir, surtout une femme avec un symbole gravé dans la chair. Il la déposa doucement sur son lit, le seul de la petite cabane. La jeune fille ne pouvait pas avoir plus de 18 ans, avec ses cheveux auburn et son visage qui, malgré son état actuel, révélait une beauté délicate. Mais c'était la marque sur son ventre qui lui donnait la nausée. Une croix à l'intérieur d'un soleil, le symbole de la société de la lumière divine. Mason l'avait déjà vu pendant la guerre et après, lorsqu'il faisait partie d'une unité spéciale chargée d'enquêter sur les sectes qui profitaient du chaos de l'Amérique d'après-guerre. Il pensait que cette époque était révolue lorsqu'il s'était installé dans ce coin reculé du territoire de l'Utah. Apparemment, il s'était trompé. Il nettoya ses blessures avec l'eau du bassin, en prenant soin de ne pas réveiller la jeune fille endormie. Sa respiration était haletante, sa peau brûlante de fièvre. Autour de son cou pendait une chaîne en argent avec un pendentif, le même symbole que celui qui avait été gravé dans sa chair. Les doigts de Mason tremblaient tandis qu'il retirait le collier pour l'examiner à la lumière de la lampe.
La société s'était développée depuis sa dernière rencontre avec eux, étendant son influence. Ce n'était une bonne nouvelle pour personne. Il rangea le pendentif dans un tiroir et retourna auprès de la jeune fille. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle était en sécurité maintenant, au moins pour cette nuit. Mason s'installa dans le fauteuil à côté du lit, sa Bible ouverte sur ses genoux. Elle s'ouvrit naturellement au livre des psaumes, dont les pages étaient usées par d'innombrables lectures. Une photo défraîchie lui servait de marque-page. Une femme aux yeux bienveillants et au sourire doux tenait un petit enfant dans ses bras. Il toucha l'image de ses doigts ridés avant de reprendre sa veille. Dehors, le chevalier du désert redevint silencieux. Trop silencieux. Mason tendit l'oreille pour entendre le bruit des sabots que la jeune fille redoutait, mais il n'entendit rien. Cela ne signifiait pas pour autant qu'il n'arrivait pas. Il attrapa le fusil appuyé contre le mur, le posa sur ses genoux et continua sa veille. Eleanor rêva de pluie. Dans son rêve, l'eau tombait du ciel et transformait la terre desséchée en boue, emportant le sang et la douleur. Elle se tenait debout sous l'averse, le visage tourné vers le ciel, laissant l'eau la purifier. Mais la pluie devint chaude et épaisse, et lorsqu'elle regarda ses mains, elle avait été couverte de rouge. Elle se réveilla en poussant un cri étouffé, désorientée dans l'obscurité inconnue. « Doucement !» dit une voix tout près. « Tu es en sécurité. » Les souvenirs de sa fuite lui revinrent en mémoire. La course, l'inconnu qu'il avait trouvé. Eleanor essaya de s'asseoir, mais une douleur lancinante lui traversa l'abdomen, la forçant à se recoucher. « N'essayez pas de bouger pour l'instant, » dit l'homme. « Vous avez traversé une épreuve difficile. » La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres masquées par des rideaux, illuminant la petite cabane. Elle était spartiate mais propre. Une table avec 2 chaises, une cheminée en pierre, des étagères remplies de livres et le lit où elle était allongée. L'homme de la nuit précédente, Mason, était assis sur une chaise à proximité, la regardant avec attention. La main d'Eleanor se posa instinctivement sur son ventre. L'enfant était toujours là, bougeait toujours. Elle fut envahie par un sentiment de soulagement. « Le bébé semble aller bien, » dit Mason, remarquant son inquiétude. « Mais vous avez besoin de repos. » Le regard d'Eleanor se porta vers la porte, puis vers les fenêtres. « Depuis combien de temps suis-je ici? » « Juste depuis cette nuit. Nous sommes mercredi matin. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Je dois partir. Ils vont me chercher. »« Qui vous cherche? » demanda Mason en se penchant vers elle. « Qui vous a fait ça? » Il désigna son ventre, où le symbole gravé était caché sous un pansement propre. Eleanor se tut, des années de secrets forcés à garder ces mots enfouis en elle. Mason soupira, puis se leva et se dirigea vers la table où fumait une cafetière. « Vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais vous n'êtes pas en état de partir. » Il se servit d'une tasse et la lui apporta. « Je ne te forcerai pas à rester contre ton gré, mais accorde-toi au moins une journée pour reprendre des forces. » Et Eleanor prit la tasse de main tremblante, observant l'homme devant elle. Il était grand et large d'épaules, avec le regard endurci de quelqu'un qui avait connu son lot de combats, mais ses yeux reflétaient une douceur qui semblait en contradiction avec son apparence rude. « Pourquoi m'aides-tu? » demanda-t-elle. Mason réfléchit à la question. « Parce que vous aviez besoin d'aide, » répondit-il simplement. Puis, après un moment, « Et parce que j'ai déjà vu ce symbole, je sais ce qu'il signifie. » La peur envahit Eleanor. « Vous êtes l'un d'entre eux. »« Non, » répondit Mason fermement. « Bien au contraire. » Il toucha la Bible posée sur la table. « Je crois en un Dieu miséricordieux, pas en un Dieu qui exige du sang et de la chair. » Eleanor se détendit, soulagée. Elle but une gorgée de café, la chaleur se répandant dans sa poitrine. « Merci, » dit-elle doucement. Mason acquiesça. « Reposez-vous maintenant. Nous pourrons parler davantage quand vous serez plus fort. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Eleanor remarqua le fusil qu'il portait et la façon dont il jeta un coup d'œil par la fenêtre avant de sortir. Il guettait quelque chose ou quelqu'un. Elle n'était apparemment pas la seule à avoir des secrets. Les jours passaient lentement dans la petite cabane. Eleanor reprit des forces, passant progressivement du lit à la chaise, puis à de courtes promenades à l'intérieur de la cabane. Mason gardait ses distances, lui laissant de l'espace tout en s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. De la nourriture, de l'eau potable, des pansements propres pour ses blessures. Le 4e jour, Eleanor s'aventura dehors. Le soleil de juillet tapait sans pitié,
Mais après des mois d'enfermement, même la chaleur intense du désert lui semblait synonyme de liberté. Elle s'assit sur les marches du porche et regarda Mason fendre du bois à coups de hache puissants. La pression dans sa poitrine s'atténua légèrement. Ici, dans cet endroit isolé, elle pourrait peut-être respirer à nouveau. Peut-être pourrait-elle penser à son avenir et à celui de son enfant. Ce soir-là, Mason prépara un repas simple composé de haricots et de pain de maïs. Ils mangèrent en silence jusqu'à ce qu'Eleanor finisse par parler. « Je m'appelle Eleanor Winters, dit-elle. J'aurais dû vous le dire avant. » Mason acquiesça. « C'est bien de savoir qui partage mon toit. Je suis désolé de m'imposer. Vous ne m'imposez rien. C'est agréable d'avoir de la compagnie, même dans ces circonstances. » Il hésita puis demanda. « D'où venez-vous, Eleanor? » « D'une colonie appelée Redemption, à environ 65 km au sud-est d'ici. » L'expression de Mason s'assombrit. « Je la connais. Les gens disent qu'elle a surgi presque du jour au lendemain il y a quelques années. »« Il y a 5 ans, confirma Eleanor. C'est à ce moment-là que mon père nous y a amenés. »« Votre père, dit Eleanor en posant sa cuillère, l'appétit coupé. Abraham Winters, c'est le chef de la Société de la Lumière divine. » Le silence qui suivit était lourd de questions tacites. Mason n'insista pas. Il débarrassa simplement la table et leur servit 2 tasses de café. « Vous ne semblez pas surpris, » remarqua Eleanor. « Je m'en doutais quand j'ai vu le pendentif. » Mason tapota sa tasse du bout des doigts. « Je connais la congrégation de votre père. Elle a beaucoup de fidèles dans la région. Il l'appelle désormais le prophète, » dit Eleanor d'une voix amère. « Il croit tout ce qu'il dit. »« Et toi, qu'est-ce que tu crois? » Eleanor baissa les yeux vers son ventre rond, vers la vie qui grandissait en elle. « Je ne sais plus. » Mason sembla comprendre. Il n'insista pas et changea de sujet. « Le bébé est prévu pour l'automne. En octobre, je crois. »« Eh bien, tu peux rester jusqu'à cette date, si tu veux, et après aussi. » Eleanor l'observa, cherchant à déceler des motivations cachées. Pourquoi offrir cela à une inconnue? Mason resta silencieux pendant un long moment, le regard lointain. « J'ai été marié, » finit-il par dire. « J'avais aussi un fils. Je les ai perdus tous les 2 à cause de la typhoïde après la guerre. »« Cet endroit, c'est solitaire, » dit-il en haussant les épaules. « De plus, j'ai fui mon passé assez longtemps. Il est peut-être temps d'arrêter de fuir et de commencer à aider. » Eleanor sentait qu'il y avait plus que cela, mais elle n'insista pas. Tout le monde avait ses secrets. Dieu savait qu'elle en avait suffisamment. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans le lit de Mason, il insista pour dormir par terre. Malgré ses protestations, Eleanor l'entendit se déplacer dans la cabane. Le léger grincement d'une porte qui s'ouvrait puis se refermait, le tintement du verre contre le verre. Quand il revint se coucher près de la cheminée, elle sentit une légère odeur de whisky. Mason Reed était un homme hanté par quelque chose. Peut-être qu'avec le temps, elle apprendrait ce que c'était. Une semaine passa, puis une autre. Juillet laissa place à août, apportant une chaleur encore plus oppressante. Eleanor retrouva ses forces et commença à aider dans la cabane, faisant la vaisselle, balayant les sols, s'occupant même du petit potager derrière la maison. Mason lui apprit à manier le fusil, même si ses mains tremblaient trop pour être stables, au cas où, dit-il, sans donner plus d'explications. Ils savaient tous deux ce qui ou qui pourrait venir la chercher. Un soir particulièrement calme, alors que l'air était lourd de chaleur et qu'aucun souffle d'air ne venait remuer la poussière, ils s'assirent ensemble sous le porche. Le soleil couchant peignait le désert de nuances dorées et cramoisies, les couleurs se reflétant sur les falaises de grès lointaines. « C'est beau à sa manière, » dit Eleanor doucement. « Je ne l'avais jamais vraiment vu avant. »« Le désert a sa propre beauté, » acquiesça Mason. « Aigre, mais honnête. » Eleanor posa sa main sur son ventre, sentant l'enfant bouger sous sa paume. « Avant, je rêvais d'une vie normale. Un mari, des enfants, une maison. » Elle s'interrompit, incapable de finir. Les yeux de Mason reflétaient une profonde tristesse. « Que t'est-il arrivé? Ce n'était pas ta faute. Tu le sais, n'est-ce pas? » Eleanor eut la gorge serrée. Personne ne lui avait jamais dit ces mots auparavant. « Mon père dit que c'est la volonté de Dieu que j'ai été choisi. » Ton père a tort, la voix de Mason était ferme. Ce qu'il fait, ce qu'il a fait, cela n'a rien à voir avec Dieu. Alors pourquoi y croit-il si fermement? Il n'a pas toujours été comme ça. Après la mort de ma mère, il a changé. Il a commencé à avoir des visions. Il disait qu'un ange lui était apparu dans le désert.
La voix d'Eleanor se brisa. Il était gentil avant. Mason resta silencieux pendant un long moment. La guerre change les gens, la perte les change encore plus. Certains retrouvent leur chemin, d'autres non. Vous avez combattu pendant la guerre. Mason acquiesça. L'armée de l'Union a vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir. Il marqua une pause, puis ajouta, « J'ai fait partie d'une unité spéciale. Nous traquions des groupes qui avaient surgi dans le chaos, des gens qui profitaient de la douleur et de la peur des autres. La société de votre père en faisait partie, même si elle était plus petite à l'époque. » Eleanor le regarda d'un air perçant. « Vous connaissiez mon père? » « Pas personnellement, mais j'avais entendu parler de lui. L'ancien chirurgien militaire d'Abraham Winter, un homme respecté de tous. Il a sauvé de nombreuses vies pendant la guerre, dit Eleanor doucement. C'est ce qu'il m'a dit. Mais il n'a pas pu sauver ma mère. Elle est morte en couche avec mon frère. Le bébé est mort aussi. Je suis désolé. Cela l'a brisé. Il a dit qu'il cherchait des réponses pour s'assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. C'est alors qu'il a trouvé l'ancien texte qui parlait de purification par le sang. La voix d'Eleanor se réduisit à un murmure. Il croit que l'enfant que je porte apportera la pluie dans le désert, que son sang pur, parce qu'il vient d'un père et d'une fille, mettra fin à la sécheresse qui frappe cette région. Le visage de Mason se durcit. Aucun enfant ne devrait porter un tel fardeau. Aucune fille non plus. Eleanor détourna le regard, incapable de soutenir son regard. Au début, je le croyais. Je voulais aider, être spécial. La honte teintait ses mots. Je n'ai compris ce que cela signifiait que lorsqu'il était trop tard. Mason tendit la main vers elle, sa main burinée par le temps recouvrant la sienne. Le passé est écrit, mais l'avenir ne l'est pas. Pas encore. Ce simple geste, offert sans exigence ni attente, brissa quelque chose en Eleanor. Les larmes qu'elle retenait depuis des mois coulèrent sur ses joues. Mason n'essaya pas de les arrêter, ne lui offrit pas de platitude creuse. Il s'assit simplement à côté d'elle tandis que le soleil disparaissait à l'horizon et que les étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait. Lorsque ses larmes se calmèrent enfin, Eleanor se sentit plus légère. Pas guérie, jamais cela, mais peut-être en voie de guérison. « Je devrais aller voir les chevaux, » dit Mason en se levant. « Ça ira? » Eleanor acquiesça en s'essuyant le visage. « Je vais bien, merci. » Alors qu'il se dirigeait vers la petite écurie, Eleanor le regarda s'éloigner. Dans la lumière déclinante, elle pouvait voir le poids qu'il portait sur ses épaules, la façon prudente dont il se déplaçait, comme s'il portait un fardeau invisible. Quels que soient les démons qui hantaient Mason Reed, c'étaient de vieux compagnons. Eleanor retourna dans la cabane et alluma la lampe à huile posée sur la table. Ce faisant, son regard tomba sur une petite clé, partiellement cachée sous la Bible. La curiosité l'emporta sur sa retenue habituelle. Elle la ramassa et examina son design ancien. La porte verrouillée à l'arrière de la cabane, celle que Mason n'ouvrait jamais, l'attirait. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû y toucher. Mason lui avait offert un refuge sans rien demander en retour. Ses secrets lui appartenaient. Et pourtant, avant même d'avoir pu réfléchir, Eleanor se retrouva devant la porte, glissant la clé dans la serrure. Elle tourna avec un léger clic. Elle hésita, puis poussa la porte. La pièce était petite, ressemblant davantage à un débarras qu'à une véritable pièce. Un bureau était adossé à l'un des murs, sa surface recouverte de papier et de vieux livres. Au-dessus était accrochée une carte des territoires de l'Ouest avec des emplacements marqués à l'encre rouge. Une bibliothèque contenait des ouvrages au titre tels que Les mouvements sectaires de l'après-guerre et Les pratiques religieuses dans le désert. Mais c'est le mur opposé qui attira l'attention d'Eleanor. Des coupures de journaux, des lettres et des photographies y étaient épinglées, reliées par une ficelle rouge. Au centre se trouvait un symbole familier, la croix à l'intérieur du soleil, le symbole de son père. Eleanor s'approcha pour lire les titres. Étrange disparition dans le territoire de l'Arizona. La sécheresse se poursuit alors qu'un groupe religieux prédit la fin des temps. L'armée enquête sur les activités sectaires dans les États de l'Ouest. Et au milieu de tout cela, une photo de son père, plus jeune, sans la barbe qu'il portait désormais, mais indéniablement Abraham Winers. À côté de lui se tenait un officier de l'armée de l'Union en uniforme. Un homme dont les traits lui étaient étrangement familiers. Mason Reed. Eleanor recula, le souffle coupé. Ils se connaissaient. Ils ne se connaissaient pas seulement de vue.
La photo les montrait côte à côte, souriant comme des camarades. Le bruit de pas sur le porche la fit paniquer. Eleanor ferma rapidement la porte, la verrouilla et remit la clé à sa place sous la Bible. Elle venait de s'installer dans un fauteuil avec un livre lorsque Mason entra. « Une tempête approche, dit-il en accrochant son chapeau à un crochet près de la porte. J'ai vu des éclairs à l'est. Eleanor acquiesça, essayant de garder une voix calme. Tant mieux, nous avons besoin de pluie. Mason scruta son visage. Son expression était indéchiffrable. Tout va bien? Oui, mentit-elle. Je suis juste fatigué. Repose-toi alors. Demain est un autre jour. Cette nuit-là, Eleanor resta éveillée longtemps après que Mason eut profondément sombré dans le sommeil. Le tonnerre grondait de plus en plus près, et des éclairs illuminaient parfois la cabane de leurs flashs blancs aveuglants. Dans ces brefs moments de lucidité, elle observa l'homme endormi de l'autre côté de la pièce. Qui était vraiment Mason Reed? Et quel était son lien avec son père? Plus important encore, pouvait-elle lui confier sa vie, celle de ses enfants? La tempête s'abattit sur la cabane avec une fureur qui correspondait aux pensées tumultueuses d'Eleanor. La pluie fouettait les fenêtres, le vent hurlait à travers les avant-toits. Elle se recroquevilla sur le côté, une main protectrice sur son ventre. « Tout va bien », murmura-t-elle à l'enfant qu'elle portait. « Nous sommes en sécurité ici. » Mais même en prononçant ces mots, Eleanor se demandait s'ils étaient vrais. La pluie continua toute la nuit et le lendemain, transformant la cour poussiéreuse en boue et remplissant l'air d'une riche odeur de terre humide. Eleanor se tenait sous le porche, observant l'averse avec un mélange d'admiration et d'appréhension. « C'est la première bonne pluie que nous avons depuis des mois, » dit Mason en la rejoignant. « C'est peut-être le début de la saison des pluies. » La main d'Eleanor se posa sur son ventre. « Mon père pense que la pluie ne viendra pas avant la naissance de l'enfant. » Eh bien, il se trompe là aussi. Mason fit un geste vers le paysage détrempé. La preuve est là. Eleanor voulait croire que c'était aussi simple que cela, que la pluie réfutait les prophéties de son père selon lesquelles l'enfant qu'elle portait n'était qu'un enfant et non un sacrifice ou un sauveur. Mais des années d'endoctrinement ne s'effacent pas aussi facilement. Et s'il avait raison sur certains points, demanda-t-elle doucement, et si l'enfant était spécial, mais pas de la manière dont il le pense? Le regard de Mason était bienveillant mais ferme. Tous les enfants sont spéciaux, Eleanor. Le tien ne sera pas différent. Non pas à cause de la façon dont il a été conçu, mais parce qu'il est à toi. La simple vérité de ces paroles frappa Eleanor avec une force inattendue. À toi. L'enfant était à elle. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe ensuite, ce fait restait inchangé. Merci, dit-elle avec une sincérité qu'elle ne pouvait exprimer. Mason acquiesça, le regard compréhensif. J'ai réfléchi, dit-il après un moment. Quand la pluie cessera, nous devrions aller en ville. Tu as besoin de vêtements appropriés, de choses pour le bébé. Et Eleanor se raidit. Est-ce prudent? Escalante est à une journée de cheval d'ici. C'est un petit endroit, mais ils ont ce dont nous avons besoin. Je ne pense pas que l'influence de ton père s'étende déjà aussi loin. L'idée de s'aventurer hors de la sécurité des terres de Mason remplissait Eleanor d'effroi. Mais il avait raison. Elle ne pouvait pas se cacher éternellement et elle aurait besoin de provisions pour l'accouchement. D'accord, accepta-t-elle à contre-cœur. Quand la pluie s'arrêtera. Mais la pluie continua de tomber pendant 3 jours, les confinant dans la cabane. Eleanor profita de ce temps pour chercher d'autres indices sur le passé de Mason, mais il gardait désormais la clé de la pièce du fond avec lui. Quels que soient les secrets qui s'y cachaient, il resterait une secrète pour le moment. Le matin du 4e jour, ils se réveillèrent sous un ciel dégagé et une odeur fraîche et pure de terre humide. Mason attela ses chevaux au chariot tandis qu'Eleanor préparait un petit paquet contenant les quelques affaires qu'elle avait accumulées pendant son séjour. Le trajet sera long, prévint Mason en l'aidant à monter sur le siège du chariot. Nous devrons nous arrêter en chemin. Et Eleanor acquiesça, serrant son châle autour de ses épaules, malgré la chaleur matinale. Alors que le chariot s'éloignait de la cabane, elle jeta un regard en arrière, envahie par un sentiment inexplicable de perte. Au cours des quelques semaines qu'elle avait passées là-bas, cet endroit était devenu son foyer. Ils voyagèrent dans un silence complice pendant la majeure partie de la matinée, le chariot grinçant sur le terrain accidenté. La pluie avait transformé le désert,
des taches de verdure poussant sur le sol autrefois aride. Des fleurs sauvages ajoutaient des touches de couleur au paysage. Vers midi, ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau pour laisser les chevaux se reposer et manger. Mason étendit une couverture à l'ombre d'un peuplier et disposa du pain, du fromage et des fruits secs. C'est agréable, dit Eleanor, ressentant un moment de normalité qui avait été absent de sa vie pendant si longtemps. Mason sourit, son expression adoucissant ses traits burinés. De simple plaisir. Pendant qu'il mangeait, Eleanor rassembla son courage. « J'ai vu la photo, dit-elle finalement. Vous et mon père pendant la guerre. » La main de Mason s'immobilisa à mi-chemin entre le morceau de pain et sa bouche. « Vous êtes allé dans l'arrière-boutique. »« Je suis désolé, je n'aurais pas dû. » Il soupira en reposant le pain. « Non, vous n'auriez pas dû, mais je suppose que vous méritez de savoir. » Il s'adossa contre le tronc d'arbre. « Votre père m'a sauvé la vie à Antietam. J'ai reçu une balle confédérée dans la poitrine. J'aurais dû mourir sur le champ de bataille. Mais Abraham Winters était le chirurgien qui m'a opéré. Il a retiré la balle et arrêté l'hémorragie. Cela n'explique pas pourquoi vous le recherchez aujourd'hui. Je ne le traque pas. » Pas exactement. Le regard de Mason se fit distant. Après la guerre, j'ai fait partie d'une unité spéciale du ministère de la Guerre. Nous enquêtions sur des groupes qui avaient vu le jour dans le chaos des cultes, des extrémistes, des charlatans qui profitaient du chagrin des gens. Le nom de votre père est apparu à cause de la société. Mason acquiesça. Elle était plus petite qu'à ses débuts, mais les rapports étaient inquiétants. Je ne pouvais pas croire que l'homme qui avait sauvé tant de vies, y compris la mienne, puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi sombre. Alors, vous êtes venu le chercher? J'ai essayé. Quand je l'ai retrouvé au Nevada, il était déjà parti. La piste s'était refroidie. Le regard de Mason revint vers elle. Je ne m'attendais pas à trouver sa fille sur le pas de ma porte, toutes ces années plus tard. Eleanor assimila lentement cette information. Saviez-vous qui j'étais lorsque vous m'avez trouvé? Non, pas avant que vous ne me disiez votre nom. Mason hésita, puis ajouta, « Je ne vous ai pas sauvé à cause de votre père, Eleanor. Je vous ai sauvé parce que vous aviez besoin d'être sauvé. » Elle le croyait. Malgré tous les secrets, la pièce fermée à clé, les années d'enquête, elle croyait que Mason Reed était un homme bon. « Nous devrions partir, » dit Mason en se levant. « Nous avons un long chemin à parcourir avant la tombée de la nuit. » Ils firent leurs bagages et poursuivirent leur voyage, le chariot roulant régulièrement vers l'est. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Eleanor remarqua que Mason devenait de plus en plus vigilant, son regard scrutant l'horizon, la main toujours près du fusil à ses côtés. « Qu'y a-t-il? » demanda-t-elle. « Probablement rien, » répondit-il, mais son ton contredisait ses paroles. « Je suis juste prudent. » Alors qu'ils franchissaient une petite colline, le paysage s'ouvrit devant eux. Au loin, un groupe de bâtiments marquait l'emplacement de la ville d'Escalante. Mais c'est ce qui se trouvait entre eux et la ville qui fit froid dans le dos à Eleanor. Un cavalier approchait rapidement de l'est. Mason arrêta le chariot et saisit son fusil. « Restez baissés, » ordonna-t-il en aidant Eleanor à se glisser dans le chariot où elle serait moins visible. Le cavalier se rapprocha, soulevant la poussière sous les sabots de son cheval. Mason se tenait prêt, son fusil à la main, mais sans le lever. « Ça suffit !» cria-t-il lorsque le cavalier fut à portée de voix. L'homme fit s'arrêter son cheval à environ 20 mètres. Il était grand et mince, avec la peau sombre et burinée de quelqu'un qui avait passé des années sous le soleil du désert. Un revolver pendait à sa hanche, mais il ne fit aucun geste pour s'en saisir. « Je cherche Mason Reed !» cria l'écrivain. « Vous l'avez trouvé. C'est le capitaine Wallace qui m'envoie. Il m'a dit de vous dire que le prophète rassemble son troupeau. » Le cœur d'Eleanor battait à tout rompre dans sa poitrine. Le capitaine Wallace, ce nom ne lui disait rien, mais le message était clair. Mason se détendit légèrement, tout en gardant fermement son fusil. Qu'avait dit le capitaine d'autre? Il avait dit de surveiller le carrefour, car ils avaient été aperçus aussi loin à l'ouest que Cedar City. Il y a 3 jours, alors qu'ils se dirigeaient vers l'est, Mason avait acquiescé d'un air sombre. « Merci de m'avoir prévenu. » Le cavalier toucha le bord de son chapeau, puis fit demi-tour et repartit vers la ville. « Qui était-ce? » demanda Eleanor lorsqu'il fut parti. « Un ami, ou plutôt, un ami d'un ami. » Mason l'aida à remonter sur le siège du chariot. Changement de programme. « Nous retournons à la cabane, mais les provisions devront attendre. »
Mason avait l'air grave. Les hommes de ton père se dirigent vers ici. Nous devons être dans un endroit défendable lorsqu'ils arriveront. Une peur si familière qu'elle en était presque réconfortante envahit Eleanor comme un linceul. Ils viennent pour moi. Oui. Mason claqua les rênes et fit demi-tour avec le chariot. Mais ils devront d'abord passer par moi. Alors qu'ils retournaient vers la cabane, le soleil commença à descendre vers l'horizon, projetant de longues ombres sur le sol désertique. Eleanor regardait le paysage défiler, sa beauté désormais ternie par la peur. « Je suis désolée, dit-elle doucement. C'est moi qui ai attiré ces ennuis chez toi. » Mason lui jeta un regard, ses yeux bleus fixes. « Les ennuis et moi sommes de vieilles connaissances, Eleanor. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais elle s'inquiétait. Cet homme qui l'avait sauvée sans hésiter, qui lui avait offert un refuge et de la gentillesse alors qu'elle en avait le plus besoin, se plaçait maintenant entre elle et le danger. Il ne méritait pas d'être entraîné dans son cauchemar. « Nous pourrions aller ailleurs, suggéra-t-elle. Un endroit où il ne pourrait pas nous trouver. » Mason secoua la tête. « La cabane est l'endroit le plus sûr. Je connais tous les accès, tous les angles de vue. S'ils viennent, c'est là que nous ferons face. » Le mot « nous » n'échappa pas à Eleanor. Quoi qu'il arrive, elle ne serait pas seule pour y faire face. Cette prise de conscience lui apporta à la fois du réconfort et une peur plus profonde, non pas pour elle-même, mais pour Mason. Ils arrivèrent à la cabane à la tombée de la nuit, l'air nocturne se rafraîchissant après la chaleur de la journée. Mason détela les chevaux et les conduisit dans la petite écurie, tandis qu'Eleanor entrait dans la maison pour allumer les lampes et raviver le feu qui s'était éteint pendant leur absence. Quand Mason la rejoignit, son expression était sombre. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-il en retirant son chapeau et en passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Quelque chose que j'aurais dû te dire plus tôt. » Et Eleanor s'assit à la table, se préparant à entendre la révélation qui allait suivre. Mason prit une profonde inspiration. « Ton père et moi n'étions pas seulement des connaissances pendant la guerre. Nous étions amis, de bons amis. Je l'avais deviné en voyant la photo. C'était plus que cela. La voix de Mason s'alourdit sous le poids du souvenir. Avant la guerre, j'étais professeur de théologie dans un petit collège du Massachusetts. Je me spécialisais dans les textes religieux anciens, en particulier ceux issus des cultures du désert. Abraham était médecin, mais il s'intéressait à mon domaine. Nous avons correspondu pendant des années avant de finalement nous rencontrer pendant la guerre. Eleanor essaya de concilier cette information avec ce qu'elle savait de son père. « Il ne t'a jamais parlé. Je ne suis pas surpris. Que s'est-il passé après la guerre? » Cela a tout changé. Mason fit les 100 pas dans la petite pièce. Abraham a perdu sa femme, ta mère et le bébé. Il était dévasté. Il s'est mis à chercher des réponses dans les textes anciens, essayant de donner un sens à sa perte. « Les rouleaux du désert », murmura Eleanor. Mason acquiesça. Oui, mais il les a très mal interprétés. Les textes parlent de sacrifice, oui, mais pas de sang ou de chair. Ils parlent de sacrifier sa fierté, ses désirs égoïstes. C'est une purification métaphorique, pas littérale. Tu as essayé de lui expliquer cela. J'ai essayé. Mais à ce moment-là, il était déjà tombé sous l'influence d'un homme nommé Joshua, ton oncle, je crois. Eleanor retint son souffle. Oncle Joshua? C'est le frère cadet de mon père. Joshua a déformé le texte, manipulé le chagrin d'Abraham. Quand j'ai compris ce qui se passait, la société s'était déjà formée autour d'eux. Les yeux de Mason exprimaient un profond regret. Je n'ai pas réussi à l'empêcher. J'ai laissé tomber ton père. Et depuis, je suis leur mouvement pour essayer de trouver un moyen de réparer les dégâts. Eleanor assimila lentement cette information, les pièces du puzzle se mettant en place. C'est pour ça que tu m'as aidé. Pas seulement parce que j'avais besoin d'aide, mais à cause de qui je suis. En partie, admit Mason, mais surtout parce que personne ne mérite ce qui t'a été fait. Personne. Ces mots simples et honnêtes brisèrent les murs soigneusement érigés par Eleanor. Des larmes remplirent ses yeux et coulèrent sur ses joues. « J'avais tellement peur, murmura-t-elle. Tout le temps, peur de le décevoir, peur des rituels, peur de ce qui arriverait au bébé. » Mason s'approcha d'elle et s'agenouilla à côté de sa chaise. « Tu n'as plus à avoir peur, je ne les laisserai pas te ramener. Je te le promets. » La conviction dans sa voix, la fermeté de son regard, Eleanor voulait désespérément le croire. Mais elle avait vu la ferveur dans les yeux de son père, senti la dévotion de ses disciples.
Il n'abandonnerait pas facilement. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle en essuyant ses larmes. Maintenant, nous nous préparons. Ils ne viendront peut-être pas avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais quand ils viendront, nous serons prêts. Et Eleanor acquiesça en redressant les épaules. Elle s'était déjà enfuie une fois, elle avait trouvé le courage de s'échapper. Elle retrouverait ce courage. Comme si, sentant sa détermination, l'enfant en elle donna un coup de pied fort et déterminé. Eleanor posa une main sur cet endroit, sentant la vie qui dépendait d'elle, qui lui faisait entièrement confiance. Pour toi, murmura-t-elle à son enfant à naître, je serai courageuse pour toi. Dehors, la nuit désertique s'était calmée et les étoiles apparaissaient une à une dans l'immensité du ciel. Au loin, un coyote hurla un son solitaire et obsédant qui semblait faire écho aux propres craintes d'Eleanor. Mais pour la première fois depuis des mois, ces craintes ne la submergeaient même pas. Elles étaient là, certes, une présence constante, mais à côté d'elle, quelque chose de nouveau grandissait. L'espoir. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme de préparation vigilante. Mason renforça les fenêtres et les portes de la cabane, fit des réserves de munitions et garda les chevaux scellés et prêts au cas où ils devraient fuir. Eleanor aidait comme elle pouvait, préparant de la nourriture, rassemblant des fournitures médicales, surveillant l'horizon à l'affût de cavaliers, mais personne ne vint. Une semaine passa, puis une autre. Le mois d'août fut chaud et lumineux, puis commença à s'assombrir. Le ventre d'Eleanor s'arrondissait. L'enfant en son sein devenait plus actif. La nuit, elle le sentait bouger, ses petites mains et ses petits pieds appuyant contre les parois de son utérus. Chaque mouvement lui rappelait ce qui était en jeu. Un soir, alors que le soleil se couchait dans un feu d'orange et d'or, Mason revint après avoir inspecté le périmètre. Il trouva Eleanor sur le porche, une main sur son ventre, fredonnant doucement. « Un vieux cantique » demanda-t-il en s'installant à côté d'elle sur la marche. Eleanor acquiesça. « Amazing Grace » Ma mère le chantait souvent. C'est un beau chant. Ils restèrent assis dans un silence complice tandis que la nuit tombait. Les premières étoiles apparurent comme des points lumineux dans le bleu profond. « Penses-tu qu'ils ont abandonné » demanda finalement Eleanor. Mason avait l'air sombre. « Non, ils attendent quelque chose. La naissance peut-être, ou des renforts. » Il lui jeta un coup d'œil. « L'influence de ton père s'est accrue. La société a désormais des sections dans tout le territoire. » Cette pensée refroidit Eleanor malgré la chaleur de la soirée. « Comment le sais-tu » Mason hésita, puis se leva. « Viens avec moi. » Il la conduisit dans l'arrière-salle, déverrouilla la porte et la fit entrer. À la lumière de la lampe, le mur couvert de documents et de cartes semblait encore plus inquiétant qu'auparavant. « Je suis leur mouvement depuis des années » expliqua Mason en montrant des repères sur la carte. Au début, il n'y avait que la colonie d'origine près de Redemption, mais ensuite ils se sont étendus ici à Better City, ici à St. George, et même jusqu'à Flagstaff. Eleanor étudia la carte, les épingles rouges marquant l'étendue de la société. Tous ces endroits, tous et d'autres encore, dont je ne sais probablement rien. Mason tapota une coupure de journal récente. Ils gagnent des convertis à cause de la sécheresse. Les gens sont désespérés, et votre père leur offre l'espoir de la pluie en échange de leur foi. Et quand la pluie ne vient pas, il accuse le manque de foi ou dit que le moment n'est pas encore venu. La voix de Mason se durcit, une tactique classique des sectes. Promettre le salut, puis rejeter la faute sur quelqu'un d'autre quand il ne se concrétise pas. Et Eleanor s'enfonça dans le fauteuil, submergée par l'ampleur de la tâche qui les attendait. Comment pouvons-nous lutter contre cela? Nous ne sommes que deux. Nous ne sommes pas tout à fait seuls. Mason ouvrit un tiroir, révélant une pile de lettres. J'ai des contacts d'anciens collègues de l'époque où je travaillais au ministère de la Guerre. Ils m'ont aidé à recueillir des informations, comme le capitaine Wallace. Mason acquiesça. Thomas Wallace, un homme bien. Il surveille les mouvements de la société dans les territoires de l'Est. Et Eleanor prit une des lettres et en parcourut le contenu. Ça dit qu'il me recherche. Que mon père a envoyé des équipes de recherche dans toutes les directions. Oui, mais ils ne savent pas où tu es. Pas encore. Mais ils finiront par le savoir. Eleanor posa la main sur son ventre. Que se passera-t-il quand le bébé sera là? Nous ne pouvons pas nous cacher éternellement. Mason s'agenouilla devant elle et lui prit les mains dans les siennes. Écoute-moi, Eleanor. J'ai promis de te protéger,
toi et ton enfant. J'ai l'intention de tenir cette promesse, quoi qu'il en coûte. La conviction dans sa voix, la force inébranlable dans son regard. Et l'Eleanor voulait le croire. Elle avait besoin de le croire. Pourquoi? Demanda-t-elle doucement. Pourquoi tout risquer pour nous? Le regard de Mason se posa sur leurs mains jointes. Parce que j'ai déjà déçu ton père. Je ne décevrai pas sa fille. Il leva les yeux et croisa à nouveau son regard. Et parce que chaque enfant mérite de naître dans l'amour, pas dans la peur. La simple vérité de ces mots transperça le cœur d'Eleanor. L'amour, pas la peur. Était-il possible qu'elle puisse offrir à cet enfant quelque chose qu'elle-même n'avait jamais connu? J'ai peur, admit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je sais, mais tu es aussi courageuse. Mason lui serra doucement les mains, plus courageuse que tu ne le penses. Dehors, un cheval hennit, brisant le silence de la nuit. Mason se leva d'un bond et attrapa le fusil appuyé contre le mur. Reste ici, ordonna-t-il en se dirigeant rapidement vers la porte. Eleanor le suivit malgré ses instructions, le cœur battant à tout rompre. Depuis le porche, elle pouvait voir un cavalier solitaire approcher de l'est, se découpant sur le ciel étoilé. Mason leva son fusil et visa. « Ça suffit » cria-t-il lorsque le cavalier fut à portée de voix. L'homme retint son cheval. « Je viens en paix » répondit-il, sa voix portant clairement dans l'air calme de la nuit. « Je suis porteur d'un message d'Abraham Winters. » Eleanor retint son souffle. Son père l'avait retrouvé. « Montrez-vous » exigea Mason, le fusil toujours levé. Le cavalier s'avança lentement jusqu'à ce que la lumière des fenêtres de la cabane illumine ses traits. Il était plus jeune qu'Eleanor ne l'avait imaginé, peut-être 30 ans, avec une barbe soigneusement taillée et les yeux intenses d'un véritable croyant. Autour de son cou pendait le pendentif familier, la croix dans le soleil. « Je m'appelle Joshua », dit-il, et le cœur d'Eleanor se glaça. « Je suis un messager de la lumière. » Son oncle, l'homme qui avait transformé le chagrin de son père en quelque chose de monstrueux, l'architecte de sa souffrance. Mason serra le doigt sur la gâchette du fusil. « Dis-moi ce que tu veux et fais vite. » Le regard de Joshua passa outre Mason pour se poser sur Eleanor, figée sur le porche. Un sourire se dessina sur ses lèvres. « Ah, la mère bénie! Nous te cherchions, mon enfant. Elle n'ira nulle part avec toi, » grogna Mason. « C'est à elle de décider. » La voix de Joshua était douce, raisonnable. « Eleanor, ton père s'inquiète pour toi, pour l'enfant. Elle a besoin de soins appropriés, d'une bénédiction appropriée. » Eleanor retrouva enfin sa voix, le genre de bénédiction qui implique un couteau. Joshua secoua la tête, l'air triste. « Tu te méprends sur le rituel. La marque est symbolique. Elle représente la destinée particulière de l'enfant. Aucun mal ne vous sera fait. » Menteur. Eleanor cracha sa colère, remplaçant sa peur. « J'ai entendu ta conversation avec mon père. Je sais ce que tu comptes faire au bébé. L'enfant apportera la pluie dans le désert, » dit Joshua, la voix empreinte de ferveur. « Il sauvera d'innombrables vies. Cela vaut certainement quelques sacrifices. » Mason s'avança, s'interposant entre Eleanor et Joshua. « Le seul à faire des sacrifices ici, c'est toi. Maintenant, délivre ton message et pars. » Le regard de Joshua se durcit. « Très bien. Abraham Winter t'envoie ce message. Reviens vers nous de ton plein gré, ma fille, et tout te sera pardonné. Reste loin de nous, et d'autres prendront ta place. » Il fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Il a trouvé une autre personne prête à porter l'enfant sacré si tu refuses d'accomplir ton devoir. » L'horreur envahit Eleanor. Une autre fille, une autre victime. « Il ne ferait pas ça, » murmura-t-elle. « Le rituel doit être accompli, » dit simplement Joshua, « avec ou sans toi. » La voix de Mason interrompit le choc d'Eleanor. « Tu as délivré ton message. Maintenant, pars. » Joshua sourit, mais ses yeux restèrent impassibles. « Encore une chose, la jeune fille devrait vous interroger sur l'incendie, Monsieur Reed, sur l'enfant qui a péri dans les flammes. » Eleanor regarda Mason, dont le visage était devenu livide. « Vous ne comprenez pas le pouvoir de la foi véritable, » poursuivit Joshua. « Mais vous le comprendrez tous. » Il fit faire demi-tour à son cheval, puis lança par-dessus son épaule. « Nous vous attendrons, Eleanor, lorsque vous serez prête à rejoindre votre famille. » Ils le regardèrent s'éloigner en silence, sa silhouette progressivement engloutie par l'obscurité. Ce n'est que lorsqu'il eut complètement disparu que Mason baissa son fusil. « Que voulait-il dire » demanda Eleanor d'une petite voix. « À propos de l'incendie, à propos d'un enfant. » Mason serra les mâchoires. « Pas maintenant, Eleanor. Payez, s'il vous plaît. » Mais elle insista.
Il savait quelque chose à votre sujet, quelque chose que vous ne m'avez pas dit. Mason se détourna, les épaules tendues. Nous avons tous des secrets. Plus maintenant, dit fermement Eleanor. Pas si je te confie ma vie, la vie de mon enfant. Pendant un long moment, Mason resta immobile, lui tournant le dos. Puis, avec un profond soupir, il acquiesça. Tu as raison, tu mérites de connaître la vérité. Il fit un geste vers la cabane. Entre. C'est une longue histoire et je n'aime pas la raconter. Elle et Eleanor le suivit, partagés entre la peur et la curiosité. Quel que soit le secret que Mason cachait, Joshua le connaissait, ce qui signifiait que son père le connaissait aussi. Et d'une manière ou d'une autre, elle soupçonnait que c'était la clé de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui allait encore se passer. La porte se referma derrière eux, les isolant de la nuit et des étoiles qui les observaient, mais pas du danger. Jamais du danger qui restait patient et affamé, attendant le moment propice pour frapper. Mason Reed était assis devant le feu, les ombres jouant sur son visage buriné. Les flammes se reflétaient dans ses yeux, dansant comme les souvenirs qu'il ne pouvait plus fuir. Eleanor attendait, perchée sur le bord de la chaise en face de lui, mais qui était incertain de lui, les mains repliées de manière protectrice sur son ventre gonflé. J'ai été marié une fois. Mason commença d'une voix basse et rauque d'émotion. Elle s'appelait Rebecca. Elle était infirmière pendant la guerre. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Après Antietam, quand ton père m'a sauvé la vie, c'est elle qui m'a soigné jusqu'à ce que je retrouve la santé. Eleanor l'observait, voyant la douleur gravée dans les rides de son visage. Nous nous sommes mariés après la fin de la guerre, avons eu un fils que nous avons appelé Samuel. Un sourire fantomatique effleura les lèvres de Mason. Il avait les yeux de sa mère, les yeux les plus gentils que vous ayez jamais vus. Le feu crépitait, envoyant des étincelles dans la cheminée. Dehors, la nuit du désert se pressait contre les fenêtres de la cabane. Je travaillais toujours pour le ministère de la Guerre, traquant les groupes dangereux à travers les territoires. Rebecca comprenait l'importance de mon travail, mais elle s'inquiétait. Elle voulait que j'accepte un poste d'enseignant dans un endroit sûr. Les doigts de Mason se crispèrent autour de la tasse qu'il tenait. J'aurais dû l'écouter. Eleanor ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. Que l'heure était-il arrivé? Mason fixait le feu, ne voyant pas les flammes devant lui, mais celles d'un autre temps, d'un autre lieu. J'enquêtais sur un groupe dissident dans le Colorado, d'anciens soldats confédérés qui s'étaient tournés vers la religion pour couvrir leurs activités. Ils étaient dangereux et avaient déjà tué 2 agents fédéraux. Il prit une profonde inspiration, le souvenir le faisant visiblement souffrir. Je me suis trop approché. Ils ont découvert qui j'étais, où vivait ma famille. Ils ont décidé de m'envoyer un message. Eleanor porta la main à sa bouche. Ils ont tué votre femme et votre fils. Ils ont mis le feu à notre maison pendant mon absence. Rebecca, elle a fait sortir Samuel. Des voisins l'ont vu le porter hors de la maison en flammes. La voix de Mason se fit plus tendue. Cette fois, il était mais elle est retournée à l'intérieur. Peut-être pour sauver des vies, peut-être en pensant que quelqu'un d'autre était coincé. Le toit s'est effondré. Elle n'est jamais sortie. Et votre fils a disparu. La voix de Mason s'est brisée sur ce mot. Quand je suis revenu, il ne restait plus rien. Juste des cendres et des rumeurs. Certains disaient que Samuel était mort intoxiqué par la fumée. D'autres affirmaient qu'il avait été enlevé. Enlevé par qui? Les membres de la secte peut-être, ou peut-être des inconnus bienveillants qui pensaient qu'il était orphelin. Mason secoua la tête. Je l'ai cherché pendant des années, sans jamais trouver la moindre trace de lui. Eleanor essaya d'imaginer la douleur de perdre un enfant sans jamais connaître son sort. C'était insupportable à envisager. « Je suis vraiment désolé, dit-elle doucement. Mason acquiesça, reconnaissant sa sympathie. Après cela, j'ai quitté le ministère de la Guerre. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai acheté ce terrain aussi loin que possible des gens. Ses yeux rencontrèrent un des siens, jusqu'à ce que vous vous présentiez à ma porte. Mais que voulait dire Joshua? Insista doucement Eleanor. Comment sait-il pour l'incendie? C'est ce qui me trouble. Mason posa sa tasse et se pencha en avant. Seule une poignée de personnes connaissent les détails de ce qui s'est passé. Votre père n'en faisait pas partie. Joshua pourrait-il avoir des liens avec le groupe du Colorado? C'est possible. Les territoires sont vastes, mais les cercles du pouvoir sont petits. Mason se frotta la mâchoire d'un air pensif.
Ou peut-être utilisent-ils simplement les informations recueillies par les adeptes de la société. Ils sont partout maintenant, ils observent, ils écoutent. Cette pensée fit frissonner Eleanor, des yeux partout qui observaient. Tout comme à Redemption, où les fidèles rapportaient chaque transgression, chaque doute, chaque question murmurée. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Demanda-t-elle. Cela signifie qu'ils en savent plus sur moi que je ne le souhaiterais et qu'ils essaient de semer la discorde entre nous. L'expression de Mason se durcit. Joshua veut que tu doutes de moi, que tu te demandes si tu peux me confier ta sécurité, celle de ton enfant. Eleanor réfléchit à cela. Puis-je te faire confiance? Mason soutint son regard. Oui, quelles que soient les erreurs que j'ai commises, quels que soient les échecs qui me hantent, je te donne ma parole. Je te protégerai, toi et ton enfant, au péril de ma vie. La conviction dans sa voix, la certitude inébranlable dans ses yeux, Eleanor le crut. Malgré les secrets, malgré le passé caché, elle croyait que cet homme se dresserait entre elle et le danger. Merci, dit-elle simplement, de m'avoir tout dit. Mason acquiesça puis se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il scruta l'obscurité, balayant l'horizon du regard. La visite de Joshua signifie qu'ils savent où vous êtes maintenant. Ils reviendront et ils ne seront pas seuls. Que faisons-nous? Nous nous préparons. Mason se retourna vers elle. Et nous décidons comment faire face à ce qui va arriver. Cette nuit-là, Eleanor resta éveillée longtemps après que Mason se fût endormi. Son esprit était envahi par tout ce qu'elle avait appris sur le passé de Mason, sur l'avertissement de Joshua concernant la fille qui prendrait sa place si elle ne revenait pas. Une autre innocente, une autre victime. Cette pensée était insupportable. Pourtant, l'alternative était impensable. Retourner à la rédemption, à la propriété de son père, au rituel, à la douleur et à l'avenir terrible prévu pour son enfant. Jamais. Eleanor posa une main sur son ventre, sentant le bébé bouger sous sa paume. « Je ne les laisserai pas t'emmener, murmura-t-elle. Je te le promets. » Mais alors que les heures passaient et que le sommeil restait insaisissable, le doute s'insinua comme le froid du désert. Quelle chance avait-il vraiment? Une ancienne agente vieillissante et une jeune fille enceinte contre le pouvoir croissant de la société, contre la conviction de son père et la manipulation de Joshua. Les chances étaient minces, voire impossibles, mais elle avait déjà accompli l'impossible une fois. Elle s'était échappée, avait trouvé la sécurité, avait découvert un allié inattendu en Mason Reed. Peut-être, juste peut-être, que l'impossible pouvait se reproduire. Le lendemain matin, l'aube était claire et chaude, le soleil se levait sur les montagnes à l'est, projetant de longues ombres sur le sol du désert. Eleanor trouva Mason déjà réveillé, en train de nettoyer son fusil à la table de la cuisine. « Nous devrions partir, dit-elle sans préambule, trouver un autre endroit où nous cacher. » Mason leva les yeux, l'air grave. « Et aller là où la société a désormais des yeux partout. Nous pourrions atteindre un autre territoire, mais pour combien de temps? Jusqu'où peux-tu voyager dans ton état? » Eleanor savait qu'il avait raison. Le bébé devait naître dans moins de 2 mois. Même s'il s'enfuyait maintenant, il devrait s'arrêter quelque part pour l'accouchement. Et il serait alors à nouveau vulnérable. « Alors que faisons-nous? » demanda-t-elle, la frustration transparaissant dans sa voix. « Attendre qu'ils viennent nous chercher. Non, nous nous battons. » Mason posa le fusil. « Mais d'abord, nous avons besoin d'alliés. » Il se dirigea vers la pièce du fond. Lorsqu'il revint, il portait une pile de lettres qu'il posa sur la table. « J'ai correspondu avec le capitaine Wallace et d'autres personnes qui partagent nos préoccupations au sujet de la société. Ils ont rassemblé des preuves et monté un dossier contre ton père et Joshua. »« Un dossier? » demanda Eleanor en fronçant les sourcils. « Tu veux dire pour les faire arrêter? Oui. Mais d'abord, nous devons briser leur pouvoir, montrer à leurs disciples que les prophéties sont fausses, que le règne promis ne viendra pas par le rituel et le sang. » Comment? Mason hésita. Il y a un marshal américain à Escalante en ce moment, un homme nommé Hollister. Wallace dit qu'il est digne de confiance et intéressé par notre cause. Je vais aller le rencontrer aujourd'hui, voir quelle aide il peut nous apporter. Eleanor fut prise d'inquiétude. Tu ne pars que pour la journée. Je serai de retour à la tombée de la nuit. Les yeux de Mason s'adoucirent devant sa peur évidente. Tu seras en sécurité ici. La cabane est sécurisée et je n'ai jamais vu la société se déplacer pendant la journée. Eleanor voulait protester,
le supplier de ne pas partir, mais elle ravala sa peur. Il ne s'agissait plus seulement d'elle, ni même de son enfant. Il s'agissait de toutes les autres filles qui pourraient souffrir, comme elle avait souffert, toutes les victimes potentielles de la foi perverse de son père. D'accord, accepta-t-elle à contre-cœur, mais soyez prudent, je le suis toujours. Mason termina ses préparatifs, attachant son étui et vérifiant ses munitions. À la porte, il se retourna. Gardez le fusil à portée de main. Souvenez-vous de ce que je vous ai appris. Eleanor acquiesça, même si l'idée d'utiliser l'arme la remplissait encore d'effroi. Elle n'avait jamais tiré avec une arme par colère, n'avait jamais fait de mal à une autre âme vivante. Même maintenant, après tout ce qui s'était passé, l'idée de la violence lui semblait étrangère à sa nature. Mais pour protéger son enfant, elle était prête à tout. Elle regarda depuis le Porsche Mason s'éloigner à cheval, sa silhouette devenant de plus en plus petite dans le vaste paysage jusqu'à disparaître derrière une colline lointaine. Puis, après avoir pris une profonde inspiration, elle rentra dans la maison et verrouilla la porte. La journée s'étendait devant elle à l'infini. Elle et Eleanor essaya de s'occuper en faisant le ménage, en balayant le sol, en préparant un ragoût pour le dîner, en raccommodant une déchirure dans l'une des chemises que Mason lui avait donnée, mais son esprit revenait sans cesse aux dangers qui les entouraient, à l'avenir incertain qui attendait son enfant. Lorsque le soleil atteignit son zénith, frappant sans pitié le toit de la cabane, Eleanor se retira dans la fraîcheur relative de l'arrière-salle. Mason l'avait laissée ouverte, peut-être en signe de confiance. Après avoir partagé ses secrets la veille au soir, elle étudia la pile de documents, essayant de comprendre le réseau que Mason avait construit. Des coupures de journaux, des cartes, des lettres, toutes reliées par un fil rouge au symbole central de la société. L'héritage de son père, son cauchemar. Un document attira son attention. Une photographie défraîchie de son père et de Joshua debout devant une simple église en bois. La légende écrite de la main soignée de Mason disait « Abraham et Joshua Winters, Cedar City, 1882 ». Eleanor fixa l'image, scrutant les visages des deux hommes qui avaient façonné son destin. Son père semblait différent de ce dont elle se souvenait quand il était plus jeune, certes, mais aussi plus paisible. La ferveur sauvage qui avait caractérisé ses dernières années avait disparu. À côté de lui, Joshua se tenait droit et fier, une main posée de manière possessive sur l'épaule d'Abraham. Un frisson parcourut Eleanor. Joshua manipulait-il déjà son père à cette époque? Avait-il vu dans le chagrin d'Abraham un outil à utiliser, un moyen d'assouvir ses propres ambitions? Elle se souvenait de Joshua enfant, calme, observateur, toujours dans l'ombre de son brillant frère aîné. Qu'est-ce qui l'avait changé? Qu'est-ce qui avait transformé ce garçon silencieux dans l'architecte de tant de souffrances? Un bruit provenant de l'extérieur tira Eleanor de ses pensées. Le grincement d'une roue de charrette, le hennissement doux d'un cheval, son cœur bondit. Mason était-il déjà de retour ou quelqu'un d'autre se déplaçait-il silencieusement vers la pièce de devant? Elle prit le fusil que Mason lui avait laissé, vérifiant qu'il était chargé comme il le lui avait appris. Puis, prudemment, elle s'approcha de la fenêtre, restant sur le côté pour regarder sans être vue. Un chariot s'était arrêté dans la cour, mais ce n'était pas celui de Mason. Celui-ci était plus grand, avec une bâche en toile tendue sur son châssis. Un homme était assis sur le siège du conducteur, un inconnu, qui ne portait pas les vêtements noirs caractéristiques des membres de la société, mais la tenue pratique d'un commerçant de la frontière. « Bonjour la maison », appela l'homme. « Il y a quelqu'un » Eleanor resta silencieuse, son fusil à portée de main. « J'ai des provisions », continua l'homme, « commandées par Mason Reed à livrer aujourd'hui. » La suspicion se mêla à la curiosité dans l'esprit d'Eleanor. Mason n'avait rien mentionné au sujet de provisions, mais ils avaient prévu d'aller en ville avant que la visite de Joshua ne change tout. Peut-être que Mason avait organisé cette livraison comme alternative. Ou peut-être s'agissait-il d'un piège. « Laissez-les sous le porche », répondit-elle en restant hors de vue. « Monsieur Reed n'est pas là pour le moment. » L'homme hésita, puis descendit du chariot. « Il y en a beaucoup, madame. Certains sont lourds. Vous êtes sûre de ne pas vouloir d'aide pour les porter? »« Laissez-les simplement là, » répéta Eleanor fermement. « Je m'en occuperai. » L'homme haussa les épaules, puis commença à décharger les caisses et les sacs du chariot, les empilant sous le porche. Eleanor l'observait attentivement, remarquant qu'il semblait sincèrement concentré sur sa tâche, et non sur la manière d'entrer dans la cabane. Lorsqu'il eut terminé, il souleva son chapeau en direction de la maison. « C'est tout, madame.
Monsieur Reed a déjà payé, vous n'avez donc pas à vous en soucier. Passez une bonne journée. Il remonta dans le chariot et, d'un coup de fouet, repartit par où il était venu. Eleanor attendit qu'il soit bien loin avant de déverrouiller la porte et de sortir prudemment sur le porche. Les provisions étaient abondantes, farine, sucre, café, viande séchée, conserves, et même du tissu et du fil. De quoi passer l'hiver si nécessaire. Glissez dans l'une des caisses une note écrite de la main de Mason, au cas où. Monsieur Soulagement envahit Eleanor. C'était l'œuvre de Mason. Ils s'étaient préparés à un siège, s'assurant qu'ils auraient tout ce dont ils avaient besoin s'il leur était impossible de quitter la cabane. Elle passa l'heure suivante à rentrer les provisions à l'intérieur et à les ranger dans le petit garde-manger. Le travail était épuisant dans son état, mais cela occupait son esprit et l'empêchait de ruminer les dangers qui guettaient au-delà des murs de la cabane. À mesure que l'après-midi laissait place au soir, l'anxiété d'Eleanor grandissait. Mason avait promis de revenir avant la tombée de la nuit, mais le soleil se couchait déjà à l'horizon et il n'était toujours pas là. Quelque chose s'était-il passé en ville? La société l'avait-elle intercepté? Ou était-il simplement retardé par son rendez-vous avec le shérif? Eleanor faisait les 100 pas dans la petite cabane, s'arrêtant de temps en temps pour regarder par la fenêtre en direction du sentier oriental. Les ombres s'allongeaient, l'obscurité envahissant le paysage comme de l'encre renversée. Mason n'était toujours pas là. Elle prépara le dîner, le ragoût mijotant sur la cuisinière, emplissant la cabane de son riche arôme. Elle dressa la table pour deux, refusant d'envisager la possibilité que Mason ne revienne pas partager le repas. La nuit tomba complètement. Eleanor alluma les lampes, leur lueur dorée défiant l'obscurité extérieure. Elle s'assit à table, le fusil sur les genoux, et attendit. 1 heure passa, puis une autre. La peur qu'elle avait réussi à contenir commença à s'insinuer en elle, enserrant son cœur de ses doigts glacés. Quelque chose n'allait pas. Mason aurait déjà dû être de retour. Un bruit à l'extérieur la fit sursauter. Des sabots se rapprochaient rapidement. Eleanor se leva et se dirigea vers la fenêtre. À la lueur de la lune, elle distingua un cavalier solitaire qui remontait le sentier à toute allure. Elle fut envahie par un sentiment de soulagement. Mason était enfin là. Mais à mesure que le cavalier se rapprochait, le soulagement d'Eleanor se transforma en glace dans ses veines. La silhouette était trop mince pour être celle de Mason, et le cheval lui était inconnu. Elle leva le fusil, le calant contre le cadre de la fenêtre, tandis que le cavalier s'arrêtait devant la cabane. À la lueur de la lampe qui filtrait par la fenêtre, elle vit qu'il s'agissait d'un jeune homme, à peine plus qu'un garçon, le visage pâle et marqué par l'urgence. « Bonjour, appela-t-il. Il y a quelqu'un? J'apporte des nouvelles d'Escalante. » Et Eleanor hésita, puis entr'ouvrit la porte en gardant le fusil bien en vue. « Quelle nouvelle? » Les yeux du garçon s'écarquillèrent à la vue de l'arme, mais il resta sur place. « Êtes-vous Mademoiselle Winters? La dame qui séjourne chez Monsieur Reed. Oui, c'est moi. Que s'est-il passé? Où est Mason? C'est lui qui m'envoie, madame. Il m'a dit de vous dire qu'il avait été retardé. Il y a des problèmes en ville. Des hommes posent des questions. Ils cherchent une fille correspondant à votre description. » Le garçon déglutit péniblement. « Monsieur Reed m'a dit de vous dire de barricader les portes et de vous tenir prête. Il viendra dès qu'il le pourra, mais ce ne sera peut-être pas avant demain matin. » Eleanor serra le fusil plus fort. Ces hommes portaient-ils des pendentifs, une croix à l'intérieur d'un soleil? Le garçon acquiesça. « Oui, madame. Ils sont une douzaine, menés par un homme grand et barbu. Ils font du porte-à-porte en offrant une récompense à quiconque leur fournira des informations. » Joshua, ça ne pouvait être que lui. « Merci d'avoir apporté le message, » dit Eleanor, déjà en train de réfléchir à la suite des événements. « Y a-t-il autre chose? » Juste que M. Reed est avec le shérif. Ils essaient de convaincre les étrangers de quitter la ville pacifiquement. Le garçon se dandina nerveusement. Puis il dit, « S'il n'est pas de retour demain midi, vous devriez prendre la piste sud vers Cedar City. Quelqu'un du nom de Wallace vous aidera là-bas. » Le message était clair. Si Mason ne revenait pas, c'est qu'il ne le pouvait pas. Eleanor réprima une vague de panique. Elle ne pouvait pas le perdre maintenant, alors qu'il était son seul allié. « Je comprends, » dit-elle en gardant une voix calme. « Merci. » Le garçon acquiesça, puis fit demi-tour et repartit dans la direction d'où il venait, disparaissant dans la nuit. Et Eleanor ferma et verrouilla la porte, l'esprit en ébullition. La société se rapprochait.
Mason était en danger, et elle était seule, enceinte, avec des ennemis qui se rapprochaient de plus en plus. Que se passerait-il si Mason ne revenait pas? Pourrait-elle se rendre seule à Cedar City? Et même si elle y parvenait, comment pouvait-elle être sûre que ce Wallace l'aiderait? Trop de questions, trop peu de réponses. Eleanor parcourut la cabane, vérifiant que toutes les fenêtres étaient fermées et toutes les stores baissées. Puis elle éteignit toutes les lampes sauf une, ne voulant pas servir de repère à quiconque pourrait l'observer dans l'obscurité. De retour à la table de la cuisine, elle s'assit, le fusil sur les genoux, attendant le retour de Mason, l'aube, ou tout ce qui pourrait arriver pendant les longues heures de la nuit. Dehors, le désert était silencieux sous la lumière froide des étoiles. Aucun bruit ne venait troubler le calme. Pas de bruit de sabots, pas de voix, aucun signe que le danger approchait. Mais Eleanor savait qu'il ne fallait pas se fier au silence. Dans la rédemption, les choses les plus terribles s'étaient souvent produites dans un calme parfait. Les rituels de minuit, les prières murmurées, les incisions dans la chair. Sa main se posa sur son ventre, sur la cicatrice qui marquait sa peau. Plus jamais, se jura-t-elle en silence. Il ne toucherait jamais son enfant. Les heures s'écoulaient lentement, rythmées uniquement par le tic-tac régulier de l'horloge sur la cheminée. Eleanor luttait contre la fatigue, contre la peur qui menaçait de la submerger. Elle devait rester vigilante pour être prête. Mais à mesure que minuit approchait, ses paupières devenaient lourdes, ses pensées décousues. Malgré tous ses efforts, elle se laissa aller. Le poids du fusil devint une sensation lointaine alors que le sommeil l'emportait. Elle rêva à nouveau de pluie, mais cette fois-ci, ce n'était pas du sang qui tombait du ciel, mais une eau claire et vivifiante. Dans son rêve, Mason se tenait à ses côtés, le visage paisible, tandis qu'il regardait le désert s'épanouir. Et dans ses bras, elle tenait un enfant, son enfant, sain et sauf, épargné par les rituels et les prophéties. Un coup de tonnerre réveilla Eleanor en sursaut. Pendant un instant, elle crut que cela faisait partie du rêve, que la tempête apportait une pluie bienfaisante à la terre desséchée. Mais le bruit se reproduisit, et elle comprit qu'il ne s'agissait pas du tout d'un coup de tonnerre, c'était un coup de feu. Le cœur d'Eleanor battait à tout rompre dans sa poitrine lorsqu'un autre coup de feu déchira la nuit. Elle se précipita sur ses pieds, le fusil serré dans ses mains tremblantes. De l'extérieur lui parvenait le bruit des sabots, des voix, des hommes criant des ordres, le grincement des roues d'un chariot. Il l'avait trouvée. Elle se dirigea vers la fenêtre et jeta un œil prudent à travers le rideau. À la lumière de la lune, elle distingua plusieurs cavaliers encerclant la cabane. Un chariot s'était arrêté près de l'écurie et des hommes en descendaient, portant des torches qui projetaient des ombres dansantes à travers la cour. Au centre se tenait une grande silhouette qu'Eleanor aurait reconnue n'importe où, Joshua, son oncle, l'architecte de ses souffrances. Mais ce n'était pas sa présence qui lui glaçait le sang. C'était l'homme à côté de lui, plus âgé, avec une barbe fournie striée de gris, vêtu du manteau noir et du chapeau à large bord des anciens de la société. Son père, Abraham Winters. Eleanor serra plus fort le fusil. Elle savait que ce moment arriverait, elle s'y était préparée du mieux qu'elle pouvait. Mais voir son père là, si près d'elle après des mois de fuite et de clandestinité, fit naître en elle des sentiments contradictoires. Peur, colère et, sous-jacente, une honteuse nostalgie de l'homme qu'il était avant que la folie ne s'empare de lui. Et l'Eleanor. La voix de Joshua portait clairement dans l'air nocturne. « Nous savons que tu es là. Sors maintenant et personne ne sera blessé. » Elle resta silencieuse, l'esprit en ébullition. Où était Mason? L'avait-il intercepté alors qu'il revenait de la ville? Était-il vivant? « Ton père est venu te ramener à la maison, » continua Joshua. « Il te pardonne ta transgression. L'enfant accomplira toujours sa destinée. » Et l'Eleanor s'éloigna de la fenêtre, le dos appuyé contre le mur. « Réfléchis, » se dit-elle. Que ferait Mason? Il tiendrait bon. Il attendrait une occasion. Il utiliserait les avantages dont il disposait. Elle avait les murs solides de la cabane, une position défendable. Elle avait le fusil et les munitions, et elle avait son intelligence, qui l'avait déjà sauvée une fois. Cela devrait suffire. Une autre voix se fit alors entendre, plus grave, plus rude, marquée par l'âge et l'émotion. « Elle est la norme, ma fille, je t'en prie. Cela est assez duré.
Son père, dont la voix, autrefois si chère à son cœur, lui donnait désormais des frissons dans le dos. La prophétie doit s'accomplir, continua Abraham. La sécheresse s'aggrave. Les gens souffrent, meurent. Seul l'enfant sacré peut apporter la pluie. Et Eleanor ferma brièvement les yeux pour se ressaisir. Puis elle se dirigea vers une autre fenêtre qui lui offrait une meilleure vue sur les hommes qui encerclaient la cabane. Père, appela-t-elle, le fusil prêt à tirer. Rentre à la maison. Il n'y aura pas de sacrifice. Ni moi, ni mon enfant. Elle vit Abraham tressaillir au mot sacrifice, vit l'incertitude traverser son visage. Mais Joshua s'avança, la main sur l'épaule du vieil homme. Le rituel ne nécessite aucun sacrifice, Eleanor, cria Joshua. Seulement une bénédiction. Tu as été induite en erreur par l'étranger, l'incroyant. Mason Reed dit la vérité, rétorqua Eleanor. Il connaît les textes anciens mieux que toi, mieux que père. Le rituel que tu as créé est une perversion de leur sens. Elle vit le visage de Joshua se durcir, le vit s'entretenir rapidement avec plusieurs hommes à proximité. Ils se dispersèrent pour encercler complètement la cabane. « Où est Reed ?» demanda Joshua. « Est-il là avec vous ?» Eleanor ne répondit pas. Laissez-les s'interroger. Laissez-les perdre leur temps et leur prudence à se préparer à affronter un adversaire qui n'était pas présent. « Nous l'avons !» cria Joshua après un moment. « Et nous l'avons capturé en ville. Si vous voulez qu'il vive, vous venez avec nous maintenant. » Un bluff, pensa Eleanor. Ça ne pouvait être que ça. S'ils avaient vraiment Mason, ils l'auraient amené comme monnaie d'échange. « Je ne vous crois pas, répondit-elle. Croyez ce que vous voulez. Son sort est scellé si vous ne coopérez pas. La voix de Joshua se durcit. Vous avez jusqu'à l'aube pour vous décider. Venez de votre plein gré ou nous brûlerons cet endroit avec vous à l'intérieur. La menace flottait dans l'air, terrible dans sa simplicité. Elle, Eleanor, ne doutait pas qu'il le ferait. Elle avait vu de ses propres yeux la cruauté de la société qui avait laissé des marques sur sa chair. « Pense à ton enfant, » appela Abraham, la voix brisée. « S'il te plaît, Eleanor, je ne veux pas te perdre. » Il y avait une douleur sincère dans ces mots. L'amour d'un père déformé mais pas éteint par la folie. Pendant un instant, Eleanor faillit vaciller. Puis elle se souvint des rituels, du couteau, du sang. « Tu m'as perdu dès l'instant où tu as cru au mensonge de Joshua, » dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. « Dès l'instant où tu as choisi la prophétie plutôt que ta propre fille. » Elle vit son père chanceler comme s'il avait été frappé. Joshua lui saisit le bras pour le stabiliser et lui murmura quelque chose à l'oreille avec insistance. Puis, brusquement, les hommes se retirèrent, s'éloignant à une distance sûre de la cabane, mais en maintenant leur cercle autour d'elle. Ils installèrent des lanternes, établissant un périmètre au-delà de la portée des fusils, se préparant à un siège. L'aube était encore loin. Des heures pendant lesquelles Eleanor devait soit trouver un moyen de s'échapper, soit se préparer à un dernier combat. Elle se déplaça dans la cabane, rassemblant ce dont elle pourrait avoir besoin. De l'eau, des munitions, le revolver de rechange de Mason. Son esprit tournait à toute vitesse, envisageant et écartant différentes options. Elle pouvait essayer de s'échapper dans l'obscurité, mais les hommes surveillaient sûrement tous les accès. Elle pouvait attendre Mason, mais que se passerait-il s'il n'arrivait pas à temps? Alors qu'elle s'affairait, une nouvelle douleur la saisit, aiguë, insistante, irradiant de son bas du dos vers son ventre. Eleanor se figea. Une main appuyée contre la table, elle sentit la contraction serrer son corps. Non, pas maintenant, c'était trop tôt. La douleur s'atténua, la laissant haletante. Ce n'était qu'une fausse alerte, se dit-elle. Le stress, la peur, son corps réagissait naturellement. Mais lorsqu'une autre contraction la frappa 20 minutes plus tard, Eleanor sut avec une certitude accablante qu'il ne s'agissait pas d'une fausse alerte. L'enfant arrivait. De tous les moments et de toutes les circonstances, c'était certainement le pire moment possible pour que le travail commence. Piégé dans une cabane, entouré d'ennemis, sans aide, sans sage-femme, et encore à plusieurs semaines de son terme. Eleanor s'efforça de respirer lentement pour rester calme. La panique ne ferait qu'empirer les choses. Elle avait assisté à des accouchements et avait aidé la sage-femme à mettre au monde les bébés d'autres femmes. Elle connaissait le processus, du moins en théorie, mais elle avait aussi vu des accouchements se mal passer, des femmes mourir, des enfants perdre la vie.
L'idée d'affronter cela seul, avec Joshua et son père qui attendaient dehors comme des vautours, était presque insupportable. S'il te plaît, murmura-t-elle, sans savoir si elle s'adressait à Mason ou à l'enfant lui-même. S'il te plaît, attends encore un peu. Les contractions continuaient, irrégulières mais indéniables. Eleanor se dirigea vers le lit et s'allongea pour économiser ses forces. Elle garda le fusil à portée de main à côté d'elle. Dehors, la nuit s'étirait, le silence seulement rompu par les mouvements occasionnels des hommes qui montaient de la garde. Eleanor somnolait par intermittence, la douleur la ramenant brusquement à la réalité chaque fois qu'elle commençait à sombrer dans l'épuisement. Puis, à l'heure la plus sombre avant l'aube, un nouveau bruit parvint à ses oreilles, un grondement sourd au loin. Au début, elle crut que c'était le tonnerre, un orage approchant de l'ouest, mais le bruit devint plus fort, plus distinct, des bruits de sabots, de nombreux chevaux galopant à toute allure. Et Eleanor se releva péniblement et se dirigea vers la fenêtre malgré la douleur qui la tenaillait. Dans la faible lumière de l'aube, elle pouvait voir la confusion parmi les hommes du campement de la société, debout, cherchant leurs armes, scrutant l'obscurité. Puis, une douzaine de cavaliers ou plus apparurent sur la crête et, se découpant sur le ciel éclairé par les éclairs. À leur tête se trouvait une silhouette familière, grande et large d'épaules. Mason. Eleanor fut submergée par un tel soulagement qu'elle faillit tomber à genoux. Il était venu et il avait apporté de l'aide. Les hommes de la société se précipitèrent pour monter à cheval et former une ligne de défense. Joshua criait des ordres, la voix aiguë d'inquiétude. Abraham se tenait à l'écart, observant les cavaliers qui approchaient avec une expression qu'Eleanor ne pouvait déchiffrer. Les nouveaux arrivants firent interruption dans la cour. Tête se trouvait Mason, le visage sombre et déterminé. À ses côtés chevauchait un homme portant l'étoile d'un marshal américain. Hollister, supposa Eleanor. Joshua Winters, cria le marshal. Vous et vos hommes êtes en état d'arrestation pour enlèvement, agression et complot criminel. Joshua réagit en sortant son revolver et en tirant. La balle passa loin, mais cela suffit à déclencher le chaos. Des coups de feu éclatèrent des deux côtés. Des hommes criaient, des chevaux se cabraient, pris de panique. Eleanor se jeta à terre et rampait loin de la fenêtre, tandis que les balles s'enfonçaient dans les murs de la cabane. Une autre contraction la saisit, plus forte que la précédente, lui arrachant un cri. La bataille à l'extérieur fit rage pendant ce qui sembla être des heures, mais ne dura probablement que quelques minutes. Peu à peu, les coups de feu ralentirent, puis cessèrent complètement. Eleanor entendit des voix appelant les hommes à se rendre, puis des coups frappaient à la porte. « Eleanor !» La voix de Mason était empreinte d'inquiétude. « Eleanor, tu vas bien? »« Je suis là, » répondit-elle en se dirigeant péniblement vers la porte. Elle fit glisser le verrou et Mason fit éruption, le visage couvert de saleté et de poudre à canon, une entaille sanglante sur la joue. Il écarquilla les yeux en voyant son état. Son visage pâle, la façon dont elle serrait son ventre. Le bébé. Eleanor acquiesça. Une autre contraction se préparait. Ça vient. Trop tôt. Mason l'aida à se mettre au lit. Ses bras puissants soutenaient son poids. On les a, Eleanor. Les Marshalls ont arrêté Joshua et la plupart de ses hommes. C'est fini. Mon père, haleta-t-elle alors que la douleur atteignait son paroxysme. L'expression de Mason s'assombrit. Il est vivant, blessé, mais vivant. Eleanor ferma les yeux, le soulagement et l'angoisse se mêlant dans son cœur. Malgré tout, elle ne pouvait souhaiter la mort de son père. Le Marshal a envoyé chercher le médecin d'Escalante, poursuivit Mason, mais il faudra des heures avant qu'il n'arrive. Le bébé n'attendra pas, dit Eleanor d'une voix assurée. Mason acquiesça d'un air sombre. J'ai déjà aidé des brebis et des vaches à mettre bas. Ce n'est pas la même chose, mais il redressa les épaules. Je ferai de mon mieux. Dehors, le ciel s'éclaircissait à l'aube qui se levait sur le désert. Le shérif entra dans la cabane, un médecin à la main. « Madame, salua-t-il Eleanor d'un signe de tête respectueux, nous avons sécurisé la zone. Le médecin a été appelé. »« Merci, répondit Eleanor entre deux contractions. Il y a autre chose, poursuivit le Marshal en tournant son regard vers Mason. Le prisonnier Joshua Winters demande à vous parler. Il dit que c'est à propos de votre fils. Mason se figea, le visage livide. Mon fils était mort. Il prétend le contraire.
L'expression du marshal était prudente. Il dit qu'il peut le prouver. Eleanor vit le conflit dans les yeux de Mason. L'espoir désespéré luttait contre la suspicion et la peur d'être manipulé. Vas-y, l'exhorta-t-elle. Je vais bien pendant quelques minutes. Mason hésita, déchiré entre son devoir envers Eleanor et l'attrait d'une possibilité trop puissante pour être ignorée. Je reviens tout de suite, promit-il en lui serrant la main. Le shérif Hollister restera avec toi. Il sortit de la cabane, le dos droit, tendu. Le marshal se dirigea vers la fenêtre, surveillant tout en laissant à Eleanor autant d'intimité que possible. À mesure que le travail progressait, les contractions devenaient plus rapides, plus fortes. Eleanor serra les lèvres pour ne pas se crier, sachant que chaque son ne ferait qu'accroître l'inquiétude de Mason à son retour. Et à travers le brouillard de la douleur, elle se surprit à penser à sa mère. Avait-elle ressenti la même peur, la même détermination lorsqu'elle avait donné naissance à Eleanor? Avait-elle pressenti le chemin que prendrait son mari, le danger qui menacerait d'un jour leur enfant? Une nouvelle contraction la saisit. Celle-ci était si puissante qu'elle lui arracha un cri. Le marshal prit un air alarmé. « Madame, dois-je appeler à l'aide? » Eleanor secoua la tête, haletante. « Pas encore. Ce n'est pas le moment. » Mais elle savait que le moment était proche. La pression qui montait en elle était indéniable. L'enfant n'arrivait, qu'elle soit prête ou non. Dehors, une agitation s'éleva, des voix s'élevèrent, le bruit d'une lutte. Le shérif se dirigea vers la porte, la main sur son revolver. Puis Mason apparut, le visage en proie à une tempête d'émotions. Derrière lui, soutenu par deux adjoints, venait Abraham Winters. Le père d'Eleanor semblait plus petit que dans ses souvenirs, comme diminué d'une certaine manière. Son épaule était bandée, du sang suintait à travers le tissu blanc. « Eleanor, dit Abraham, la voix brisée par son nom. « Ma fille, que fait-il ici? » demanda Eleanor en fusillant Mason du regard. « Joshua est mort, » répondit Mason d'un ton neutre. « Il s'est tiré une balle plutôt que d'être arrêté. Avant de mourir, il nous a parlé de la société, de ton père. » Abraham s'avança, les jambes chancelantes. « Eleanor, je t'en prie, je dois te dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Une autre contraction la saisit, l'empêchant de répondre. Lorsqu'elle se calma, la laissant haletante, Abraham s'était approché, le visage tourmenté. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, dit-il, les larmes coulant sur ses joues burinées. « Jamais, tu dois me croire. Tu as gravé un symbole dans ma chair. » Eleanor haleta. « Tu m'as utilisé pour créer un enfant que tu avais l'intention de sacrifier. » Abraham tressaillit. « Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais voulu. » Il regarda Mason d'un air désemparé. « Dis-lui ce que Joshua a avoué. » Mason avait l'air sombre. « Joshua a admis avoir manipulé ton père pendant des années. Il a utilisé le chagrin d'Abraham après la mort de ta mère et a transformé sa foi en quelque chose de sombre. Le rituel, la prophétie, tout cela était l'œuvre de Joshua. »« Je l'ai cru, » murmura Abraham. « Mon propre frère. Il disait d'avoir eu des visions selon lesquelles Dieu avait choisi notre famille pour accomplir une grande mission. J'étais perdu après la mort de ta mère, à la recherche d'un sens à ma vie, et Joshua m'en a donné un. Eleanor voulait rejeter ses paroles pour conserver sa colère. C'était plus sûr que le pardon, plus propre que la vérité compliquée qu'il lui offrait. Mais alors qu'une nouvelle contraction la saisissait, que l'enfant en elle poussait pour venir au monde, elle se rendit compte qu'elle n'avait plus la force de haïr. Les textes qu'elle parvint à lire lorsque la douleur s'atténua. Mason dit, « Tu les as mal interprétés. » Abraham acquiesça tristement. « Joshua m'a apporté les traductions. Je n'ai jamais vu les originaux. Je ne me suis jamais posé de questions. » Sa voix se brisa. Il a tout avoué avant de mourir. Comment il a changé les mots, inventé le rituel. Tout cela pour me contrôler, pour contrôler la société. « Pourquoi ?» demanda Eleanor. « Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? » « Le pouvoir, » répondit Mason quand Abraham sembla incapable de parler. « Et la terre. La société a racheté les droits sur l'eau dans 3 territoires. Joshua se positionnait pour contrôler toute la région une fois que la sécheresse aurait chassé les autres. Cette révélation frappa Eleanor comme un coup physique. Toute cette douleur, toute cette souffrance, non pas pour la foi, la prophétie ou un dessein divin, mais pour la cupidité humaine la plus banale. « Je suis tellement désolé, » murmura Abraham en cherchant timidement sa main. « Ma précieuse fille,
Pourras-tu jamais me pardonner? Avant qu'Eleanor n'ait pu répondre, la contraction la plus puissante jusqu'à présent l'a saisie. Un cri jaillit de sa gorge, son corps se cambrant sous la force de celui-ci. Le bébé arrive, halta-t-elle. Mason. Mason fut instantanément à ses côtés, sa main puissante la soutenant. Tout le monde dehors, ordonna-t-il. Sauve-toi, ajouta-t-il à l'intention d'Abraham. C'est ta fille. Reste si elle le souhaite. Eleanor croisa le regard interrogateur de son père et, après un moment d'hésitation, acquiesça. Quels que soient ses péchés, quelle que soit la douleur qui les séparait, Abraham Winiers restait son père. Il restait l'homme qui lui avait chanté des berceuses, qui lui avait appris à lire, qu'il avait aimé avant que la folie ne s'empare de lui. Le shérif et ses adjoints se retirèrent, les laissant tous les trois seuls dans la cabane. Dehors, le jour s'était complètement levé et la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres. Ce qui suivit fut un tourbillon de douleur et d'effort pour Eleanor. Les mains fermes de Mason la guidaient, sa voix était un ancrage calme dans la tempête de l'accouchement. Et à sa grande surprise, son père s'avéra également être un réconfort, lui tenant la main, lui essuyant le front, lui murmurant des encouragements alors qu'elle luttait pour mettre son enfant au monde. « Je vois la tête », annonça Mason après ce qui sembla être des heures. « Encore un effort, Eleanor. Juste un. » Rassemblant ses dernières forces, Eleanor poussa un cri primal alors que l'enfant glissait de son corps dans les mains impatientes de Mason. Pendant un terrible instant, le silence envahit la cabane. Puis un mince cri de baleine retentit, celui d'un nouveau-né prenant sa première bouffée d'air. « Une fille », dit Mason, la voix chargée d'émotion. « Une petite fille parfaite. » Il posa le minuscule bébé qui gigotait sur la poitrine d'Eleanor. Elle regarda sa fille avec émerveillement, son visage rouge et ridé, sa chevelure sombre, ses doigts incroyablement petits qui se recroquevillaient et se déployaient contre sa peau. « Elle est magnifique », murmura Abraham, les larmes coulant librement sur son visage. « Parfaite. » Et Eleanor toucha la joue de sa fille, émerveillée par sa douceur, par le miracle de la nouvelle vie. « Oui », acquiesça-t-elle, « parfaite. » Alors que Mason s'occupait d'Eleanor et du nouveau-né, un bruit étrange se fit entendre à l'extérieur, un léger crépitement sur le toit de la cabane, qui devint de plus en plus fort. De la pluie. Abraham se dirigea vers la fenêtre, l'air émerveillé. « Il pleut », dit-il d'une voix étouffée. Une véritable averse. Eleanor baissa les yeux vers sa fille, puis leva les yeux vers son père. « Ce n'est pas à cause d'un rituel ou d'une prophétie, » dit-elle fermement. « C'est juste la nature, juste la vie. » Abraham acquiesça lentement. « Oui, juste la vie. » Il revint à ses côtés, contemplant sa petite fille. « Comment vas-tu l'appeler, maman? » Et Eleanor considéra le petit visage de cette nouvelle vie qui lui était confiée. Une enfant née dans la tempête et la violence, mais épargnée par les ténèbres qui l'avaient menacée. « Faith », décida-t-elle. « Elle s'appellera Faith. C'était juste, pensa-t-elle. Pas la foi dans les rituels ou les prophéties, mais dans les vérités plus profondes dont Mason avait parlé. L'amour, le courage, l'espoir inébranlable d'un avenir meilleur. Les yeux d'Abraham se remplirent de nouvelles larmes. « Faith », répéta-t-il doucement. « Oui, c'est parfait. » Mason termina ses soins, couvrant Eleanor et le bébé d'une couverture propre. « Je vais dire aux autres qu'ils peuvent entrer sans danger, » dit-il en se dirigeant vers la porte. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une agitation se fit entendre à l'extérieur, des cris et des bruits de pas précipités. La porte s'ouvrit brusquement et Marshall Hollister apparut, l'air grave. « Reed, nous avons un problème. » Mason se raidit. « Quel genre de problème? » Les membres de la société de Cedar City, tout un groupe armé jusqu'aux dents. Ils devaient être en route pour rejoindre Joshua. Eleanor serra Faith contre elle, le cœur serré par la peur. Cela ne finirait-il donc jamais? Y aurait-il toujours une nouvelle menace, un nouveau danger? Le visage de Mason se durcit. Combien sont-ils? Une vingtaine, peut-être plus. Ils exigent que nous libérions les prisonniers, menaçant de brûler les lieux si nous refusons. Abraham afficha une nouvelle détermination dans son attitude. « Laissez-moi leur parler, dit-il. Ils m'écouteront. Je suis toujours leur prophète. » Mason et le Marshal échangèrent un regard. « Cela pourrait fonctionner, » admet Mason à contre-cœur. « Si quelqu'un peut les calmer, c'est bien Abraham. » Le Marshal acquiesça. « Cela vaut la peine d'essayer. »
C'est mieux que davantage d'effusion de sang. Abraham s'approcha d'Eleanor et la regarda avec foi, dans un mélange d'amour et de regret. Je vais arranger les choses, promit-il, quoi qu'il en coûte. Eleanor lui saisit la main. Fais attention, père. Un petit sourire triste effleura les lèvres d'Abraham. Je le ferai. Il se pencha pour embrasser son front, puis se redressa et suivit le marshal à l'extérieur. Mason se dirigea vers la fenêtre, observant avec tension Abraham qui sortait à la rencontre des nouveaux arrivants. Eleanor ne pouvait voir qu'une partie de la cour depuis sa position sur le lit, mais elle pouvait entendre la voix claire et autoritaire de son père, comme au bon vieux temps, avant que la folie ne s'empare de lui. Mes frères et sœurs, appela Abraham, déposez vos armes. Le temps des conflits est révolu. Des murmures s'élevèrent parmi les membres de la société rassemblée, leur voix trahissant leur confusion et leur incertitude. La prophétie était fausse, poursuivit Abraham. Un mensonge créé par mon frère Joshua pour son propre profit. J'étais aveuglé, trompé par le chagrin et le désir de donner un sens à ma vie. Je vous ai égaré et j'en suis profondément désolé. Blasphème, cria quelqu'un. Le prophète ne renierait jamais le texte sacré. Je ne suis pas un prophète, répondit Abraham, la voix brisée. Je ne suis qu'un homme, un homme imparfait et brisé qui a causé un terrible préjudice au nom de la foi. Il leva les mains, les paumes ouvertes en signe de supplication. La pluie n'est pas venue à cause d'un rituel ou d'un sacrifice, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la nature. La sécheresse prend fin, les pluies reviennent. Aucun sang n'est nécessaire. Aucun enfant ne doit souffrir. Le silence n'était rompu que par le crépitement régulier de la pluie. Et les Eleanor pouvaient imaginer la confusion sur les visages des fidèles, leur lutte pour concilier cet Abraham avec le prophète qu'ils avaient suivi. Rentrez chez vous, les exhorta Abraham. Retournez auprès de vos familles. Reprenez votre vie. Construisez quelque chose basé sur l'amour, pas sur la peur, sur la vérité, pas sur la prophétie. Pendant un long moment tendu, l'issue resta incertaine. Puis, progressivement, on entendit le bruit des armes qui s'abaissaient, des chevaux qui faisaient demi-tour. Ils partent, rapporta Mason, le soulagement perceptible dans sa voix. La plupart d'entre eux, en tout cas. Le shérif apparut dans l'embrasure de la porte, la pluie ruisselant de son chapeau. La crise était évitée, pour l'instant. Votre père est un excellent orateur, mademoiselle Winters. Il était prédicateur avant. Avant tout cela, dit Eleanor doucement, en regardant le visage endormi de Faith. Un bon prédicateur, répondit Abraham en revenant dans la cabane, trempé jusqu'aux os, mais avec une expression que Eleanor n'avait pas vue depuis des années. C'est fait, dit-il simplement. Ils ont accepté de se disperser, de rentrer chez eux. Mason lui serra l'épaule. Merci. Abraham secoua la tête. Ne me remerciez pas, c'était à moi de régler ce problème. Il s'approcha d'Eleanor et regarda sa petite fille endormie. J'ai tant à expier. Une vie entière ne suffira pas. Mais c'est un début, dit Eleanor en lui prenant la main. Un sourire timide effleura les lèvres d'Abraham. Oui, un début. La pluie continua de tomber toute la journée et toute la nuit. Une pluie douce et régulière qui imprégna la terre desséchée. Le soir venu, de petits ruisseaux s'étaient formés dans la cour, coulant là où la poussière était tombée pendant des mois. À l'intérieur de la cabane, une étrange famille improvisée s'était réunie autour d'Eleanor et Faith. Mason avait dégagé la pièce principale pour permettre au médecin d'Escalante d'examiner la mère et l'enfant lorsqu'il arriva enfin. Tous deux se portaient remarquablement bien, et le médecin déclara que la petite était menue mais robuste. Elle avait de bons poumons, cela ne faisait aucun doute. Faith avait démontré à plusieurs reprises la puissance de ses poumons, ses cris arrachant même un sourire au visage buriné du marshal. Elle dormait maintenant paisiblement dans les bras d'Eleanor, ses petits doigts enroulés autour du pouce buriné de son grand-père. Abraham n'avait pas quitté Eleanor depuis la confrontation avec les membres de la société. Ses yeux quittaient rarement le visage de Faith, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de la petite fille qu'il n'avait autrefois considéré que comme un moyen d'arriver à ses fins. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Eleanor alors que la nuit tombait et que la cabane devenait silencieuse. Le marshal et ses hommes se retirant pour laisser la famille tranquille. Mason leva les yeux du feu qu'il entretenait. « Cela dépend de ce que vous voulez, Eleanor. »« Je veux... » Elle hésita, baissant les yeux vers Faith. « Je veux que ma fille grandisse en sécurité, libérée de la peur, des prophéties et du poids des attentes des autres. »« Elle le sera, » promit Mason.
Joshua est mort. La société est en train de se dissoudre. Ton père, dit-il en jetant un coup d'œil à Abraham, qui était assis, la tête baissée. Ton père est ici. Je serai jugé pour ce que j'ai fait, dit Abraham doucement. Tu subiras la punition que la loi exigera. Le cœur d'Eleanor se serra à cette pensée. Et si je ne veux pas cela, si je veux que ma fille connaisse son grand-père, dit Abraham en levant les yeux, le regard empreint d'espoir et d'incrédulité. Après tout ce que je t'ai fait subir, tu étais malade, dit simplement Eleanor, perdue dans son chagrin et manipulée par Joshua. Cela n'excuse pas ce qui s'est passé, mais cela m'aide à le comprendre. Elle serra Faith dans ses bras. De plus, elle aura besoin de toute la famille qu'elle pourra avoir dans ce monde. Les larmes montèrent aux yeux d'Abraham. Je ne mérite pas un tel pardon. Peut-être pas, mais c'est à moi de le donner quand même. Mason s'éclaircit la gorge, l'émotion perceptible dans sa voix. Marshall Hollister a mentionné quelque chose de similaire. Il a dit que compte tenu des circonstances, de la manipulation de Joshua, des preuves de coercition, il pourrait être disposé à recommander la clémence. Surtout si vous aidiez à démanteler ce qui reste de la société. Abraham, l'espoir fleurit sur le visage fatigué d'Abraham. Je ferai n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Eleanor regarda Mason. Et vous? Que voulez-vous? Un éventail complexe d'émotions traversa le visage de Mason. J'ai passé des années à traquer la société pour obtenir justice pour ce qu'ils ont fait. Maintenant, soupira-t-il, maintenant, je trouve que la frontière entre victime et coupable n'est pas aussi claire que je le pensais autrefois. Et votre fils? Demanda doucement Eleanor. Joshua l'a mentionné avant de mourir. La douleur se refléta dans les yeux de Mason. Une dernière cruauté. Il n'y avait aucune vérité là-dedans, juste une manipulation de plus. Il secoua la tête. Samuel est parti. Je l'ai finalement accepté. Le cœur d'Eleanor se serra pour lui, pour cette perte qui avait tant marqué sa vie. Je suis désolé. Mason esquissa un petit sourire. Ne le soyez pas. Sans cette perte, je n'aurais peut-être jamais traqué la société. Je n'aurais peut-être jamais été là quand tu as eu besoin d'aide. Il fit un signe de tête en direction de Faith. Au final, quelque chose de bon en est ressorti. La simple vérité de ses paroles enveloppa Eleanor comme une couverture. Le bien issu du mal, l'espoir issu du désespoir, la vie issue des cendres de ce qui avait été détruit. C'était peut-être là le véritable sens de l'ancien texte, non pas le sacrifice sanglant, mais la transformation de la souffrance en quelque chose de nouveau et de beau. « Reste avec nous », dit-elle impulsivement. Ici, au ranch, Faith aura besoin d'un grand-père, oui, mais elle aura aussi besoin d'autres personnes. Des personnes qui pourront lui enseigner la force et la gentillesse, et comment résister aux ténèbres. L'expression de Mason s'adoucit. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? L'Eleanor regarda tour à tour son père et le bébé endormi dans ses bras. Une famille reconstituée à partir des morceaux brisés d'une douleur partagée et d'un espoir timide de guérison. Oui, dit-elle fermement. C'est exactement ce que je veux. Dehors, la pluie continuait de tomber doucement, purificatrice. À l'intérieur, dans la lueur chaleureuse du feu, 3 générations étaient assises ensemble. Le passé avec son fardeau d'erreur, le présent avec sa paix fragile, et l'avenir dormant paisiblement, libéré du poids des prophéties et des attentes. Faith, pensa Eleanor, le prénom parfait pour cet enfant, né au milieu de la tempête et de la violence, mais portant en elle la promesse d'un avenir meilleur, d'une guérison. « Regarde, dit soudain Mason en se dirigeant vers la fenêtre. Ça s'arrête, Eleanor le rejoignit, Faith blottie dans ses bras. La pluie avait en effet diminué, les nuages se dissipant pour révéler un ciel illuminé d'étoiles. Et là, en arc de cercle dans le ciel, un arc-en-ciel scintillait au clair de lune, un arc-en-ciel nocturne rare, aux couleurs atténuées mais indéniables. Un signe, murmura Abraham, debout derrière eux. Non pas un signe de prophétie ou de châtiment divin, mais un signe de promesse, d'espoir. Eleanor s'appuya contre la solide carrure de Mason, la main de son père posée légèrement sur son épaule. Ensemble, ils regardèrent l'arc-en-ciel s'estomper. Les étoiles apparurent dans toute leur splendeur. « Ça ne fait plus mal, » dit Eleanor doucement, s'adressant autant à elle-même qu'aux hommes à ses côtés. « À l'intérieur, je veux dire, pas comme avant. » Mason passa son bras autour de ses épaules, prenant soin de ne pas déranger Faith. « Tant mieux, dit-il simplement.
C'est bien. Ce n'était pas parfait, pas exempt des cicatrices du passé, mais c'était bien. Un commencement, pas une fin. Dehors, le désert s'abreuvait de la pluie, se préparant à la floraison qui allait suivre. À l'intérieur, une famille formée de pièces disparates faisait de même, absorbant ce moment de paix, se préparant à toute croissance à venir. Faith remua dans les bras d'Eleanor, son petit visage tourné vers la fenêtre, comme s'il sentait la beauté au-delà. Eleanor toucha la joue de sa fille, s'émerveillant de sa perfection, de son innocence intacte. Bienvenue dans le monde, murmura-t-elle. C'est mieux que je ne le pensais. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, Eleanor Winters crut à ses propres paroles. Elle crut à la possibilité de guérir, de pardonner, d'un avenir sans l'ombre du passé. Elle crut enfin à la promesse de la pluie après la sécheresse, de la lumière après les ténèbres, de la vie tenace et belle qui se frayait un chemin à travers les fissures de ce qui avait été brisé.